Question. Pourquoi l'anxiété est-elle à la hausse dans la jeune génération? L'anxiété, c'est un peu un sentiment de panique, qu'on s'inquiète, sans qu'il y ait nécessairement une bonne raison extérieure, une vraie menace, là. Comment on sait que c'est à la hausse? Bien, par des sondages qui ont été faits. Il y a une grosse étude qui a été faite de la part du gouvernement. Puis en fait, elle a été faite en deux parties. La première partie, c'est en 2010-2011. Deuxième partie, 2016-2017. Et là, c'est possible de comparer les résultats. Puis c'est vraiment des milliers d'étudiants qui ont participé. En 2016, c'était 53 000 étudiants qui ont participé. Donc, c'est vraiment gros. C'est assez fiable, normalement, comme statistique. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Bien, tout ce qui est problème de santé mentale, ou appelons ça le mal de vivre, qui semble être à la hausse dans la jeune génération. Exemple. La prévalence des troubles anxieux, de la dépression, des troubles alimentaires, du TDAH est en augmentation depuis 2010-2011. Puis là, qu'est-ce qu'ils veulent dire en particulier? C'est, bon, la dépression a augmenté un petit peu, les troubles alimentaires un petit peu aussi, le TDAH a augmenté beaucoup. Peut-être c'est parce que c'est davantage diagnostiqué. Ça se peut très bien. C'est pas nécessairement rien que des hausses réelles, mais ça a été constaté. Les troubles anxieux sont passés de 9 à 17 %, puis la proportion des élèves qui déclarent avoir un niveau élevé d'estime de soi a baissé de 2010 à 2016 de 20 à 16 %. Le seul élément positif, je l'ai écrit parce que c'était le seul, c'est que le niveau élevé d'empathie est plus répandu auprès des étudiants. Mais ça ne donne pas nécessairement quelque chose à la personne elle-même. Ça n'augmente pas nécessairement son bien-être, mais il y a plus d'étudiants qui disent qu'ils sont empathiques envers les autres. OK. Donc, globalement, la détresse psychologique a augmenté de 21 à 29 %, puis surtout chez les filles. Il ne faut pas additionner tout ça parce que là, on dépasserait 100 %. Il y a des étudiants qui se retrouvent dans plusieurs catégories là-dedans. C'est possible que quelqu'un fait une dépression, mais il y a aussi un trouble alimentaire puis un trouble de TDAH, admettons. Ça, c'est possible. Mais n'empêche qu'il y a comme une constatation générale qu'il semble y avoir plus mal de vivre répandu auprès de la population. La population étudiante, mais des adolescents. Pour quelle raison? Une raison qui vient facilement à l'esprit, c'est l'éco-anxiété. Ce mot-là n'est pas encore dans le dictionnaire, mais probablement qu'il va l'être un jour parce que c'est un mot qui a de l'avenir. L'éco-anxiété, c'est que les jeunes sont préoccupés par les problèmes environnementaux. On sait qu'il y a la fonte tranquillement du pôle Nord, du pôle Sud aussi. Récemment, on annonçait que les ouragans ne sont pas moins forts, mais ils se déplacent moins rapidement, de sorte qu'ils ont plus le temps de faire des dégâts au sol. De toutes sortes de façons, les continents de plastique, il y a plus de problèmes environnementaux. Si quelqu'un, mettons, qui a 60 ans, qui dit « Ouais, il y a beaucoup de problèmes environnementaux, mais moi, il me reste 20 ou 30 ans à vivre, ouais, probablement que je vais échapper au pire. » Mais quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, toute sa vie, ça va être le 21e siècle. Puis là, les étudiants ont quand même raison d'être inquiets parce que c'est une situation préoccupante. D'autres raisons qu'il peut y avoir, ça peut être par rapport aux habitudes de vie. Exemple, l'activité physique. D'après moi, il y a un lien entre l'activité physique et le bien-être psychologique. Or, il y a à peu près juste 30 % des adolescents qui font suffisamment d'heures de sport dans une semaine. Ce qui est recommandé, c'est 2h30 par semaine minimum. Puis il y en a juste 30 % qui font ça. Il y a aussi, peut-être qu'on pourrait dire dans les habitudes, peut-être l'alimentation. On mange beaucoup d'alimentation industrielle. Des chips, de la pizza, de la liqueur, tout ça, peut-être que ça a un impact sur le mental. Ça, c'est pas impossible. Mais dans le fond, en 2010, c'était déjà là, les chips, la pizza puis la liqueur. Je pense pas que c'est ça qui est l'explication que ça a augmenté. Une autre explication, on pourrait dire, peut-être c'est au niveau des relations. Tu sais, quelqu'un, supposons que, bon, moi, je me sens solide. OK. En moi-même. D'accord, mais j'ai quoi? Bien, j'ai des bons amis là, j'ai la famille là, ma blonde là, les collègues de travail, tout le monde autour. OK. Mais supposons que je perds les collègues de travail, je perds la blonde, les enfants sont partis, je perds les amis. Oh, tout à coup, tu sais, je me sens plus chambranlant, je me sens moins fort, même si c'est pas moi qui ai changé, c'est l'environnement. Et quand des personnes ont un gros réseau social, il y a plus de chances qu'ils se sentent forts, qu'il y ait moins d'anxiété, tandis que dans la jeune génération, bien, il y a à peu près la moitié des parents qui se séparent. Dans la famille, il y a 1, 2, 3 enfants peut-être. Il y a un réseau d'amis, oui, mais tu sais, ça peut-être... Mais encore là,
ça n'a pas nécessairement décliné de 2010 à 2016 parce que c'était déjà là que la famille est plus petite, est une institution moins importante. Qu'est-ce qui a pu changer? Là, il y a une autre section de l'étude gouvernementale qui a été faite, ces jeunes, qui montrait que les compétences sociales des jeunes ont diminué. Citation, ainsi, dans l'ensemble, on note un net recul depuis 2010-2011 quant aux compétences sociales des jeunes. Puis, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est différents indicateurs, comme la capacité à résoudre des problèmes a diminué, les aptitudes des relations interpersonnelles, ça a diminué, sentiment d'efficacité personnelle, autocontrôle, tout a diminué, puis là, il n'y en avait pas de positif. Les jeunes ressentent qu'ils ont moins de compétences sociales. Pour quelle raison? D'après moi, la grosse raison, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2016, c'est la diffusion des médias sociaux, de tout ce qui est numérique, des cellulaires. T'sais, moi, en 2008, j'avais un cellulaire, là, disons, il fallait pitonner tranquillement. C'est difficile de devenir super dépendant dans cette situation-là. Puis on a l'impression que l'iPhone, ça existe depuis longtemps, mais c'est depuis 2007. Puis c'était quand même assez dispendieux. Tu sais, avant que ça se répande, en 2010, je ne pense pas qu'il y en avait beaucoup chez les jeunes, mais maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est la diffusion des appareils numériques dans la société, dans le fond. Puis ça implique toutes sortes de nouvelles habitudes que toute la population peut avoir. Ce n'est pas spécifique aux jeunes, mais je vais vous en énumérer les principales habitudes maintenant qu'on peut constater. Par exemple, l'atasagoraphobie, c'est-à-dire que c'est la peur d'être oublié de la part des contacts numériques. Quelqu'un envoie une photo, personne n'a mis de like. C'est à peu près ça. Le FOMO, c'est l'envie pressante de connaître le message. Quelqu'un est en train de conduire, puis il entend qu'il y a eu un message sur son cellulaire, puis il dit « Oh, j'aimerais ça regarder, j'aimerais regarder. » Un peu tout le monde a ça, le FOMO. Dormeur sentinelle, c'est rendu que beaucoup de gens dorment avec leur cellulaire, puis à tout moment, ils peuvent se réveiller. Ils se réveillent, ils regardent « Ah non, j'ai pas eu de message. » Ou encore « Il y en a, puis je vais texter. » Ou encore « Il y a un message qui réveille. » La nomophobie, c'est la peur intense d'être séparé de son appareil numérique. Juste un petit témoignage par rapport à ça. Il y a un professeur de cégep qui me racontait que lui, dans sa classe, il a mis comme règlement que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser le cellulaire, sinon il va y confisquer. OK. Un jour, ce qui devait arriva, c'est-à-dire qu'il y a un étudiant qui est en train de texter, le professeur le voit et dit « Hey, tu connais le règlement? Je t'enlève ton cellulaire. Okay. » Pour une semaine. Au bout de 3-4 jours, l'étudiant, il revient dans le bureau du prof et dit « Monsieur, j'ai plus de vie. Pouvez-vous me rendre mon cellulaire, s'il vous plaît? » Oui. C'était tellement cruel que là, il a rendu le cellulaire. Mais c'est pour dire à quel point, là, c'est comme on a notre vie là-dedans. C'est quelque chose d'essentiel, puis on fait de l'angoisse aussitôt qu'on le perd. Le snobbing, dans le fond, ça, c'est l'impolitesse qu'il peut y avoir à texter tout le temps. T'sais, durant un repas, maintenant, ça devient presque la normalité. Quelqu'un dit « Ah, j'ai reçu un message. Ah, je vais envoyer un texto. Ah, je vais regarder sur Google. » C'est comme une forme d'impolitesse, on pourrait dire, cette affaire-là. L'exposition numérique de soi. Ça, c'est une autre chose un petit peu étrange. Bien, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui aiment ça mettre leurs photos de chiens, puis là, ils disent qu'ils sont brossés les dents, ils se sont levés à telle heure, là, ils sont allés courir, là, ils ont petit, puis ils veulent informer la planète de leurs activités quotidiennes que tout le monde fait. C'est quand même un peu bizarre. Donc ça, c'est l'exposition numérique de soi. La pratique du multitâche médiatique, c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps avec son cellulaire en main. Comme quelqu'un me disait que, la personne elle disait qu'elle prenait sa douche, puis en regardant Netflix avec son cellulaire. Je dis, ouais, puis textes-tu? Oui, des fois, je peux texter aussi en plus. Ah, ouais. Okay. C'est de faire n'importe quoi, dans le fond, le cellulaire à la main. Ou comme conduire l'automobile, ou marcher simplement sur le trottoir. C'est pas rare qu'on voit ça. Enfin, le signal fantôme, c'est le fait... Le cellulaire est tellement important dans notre vie que des fois, on pense... Ah, j'ai reçu un message, je regarde. Ah non, on n'a pas eu. On l'entend pareil. On appelle ça le signal fantôme. C'est juste l'impression d'avoir entendu une alerte, mais en même temps qu'il n'y en avait pas. Ça montre la dépendance qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est pas spécifique à la jeune génération, mais ça s'est développé au cours des années 2010, durant la décennie. Puis quand quelqu'un, mettons, devient cyberdépendant à 60 ans, bien, on s'attend que ça ne soit pas aussi profond que quelqu'un qui devient cyberdépendant à 12 ans. Bien, la jeune génération, dans le fond, c'est ça. Ils ont beaucoup de relations numériques, ils passent des heures là-dessus. Puis moi, ce que je pense, c'est que
Oui, il y a une détérioration, on pourrait dire, du bien-être psychologique. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont moins de compétences sociales pour communiquer. Pour quelle raison? Bien, parce qu'ils passent des heures sur le numérique de toutes sortes, à texter puis à avoir ces activités-là. Hypothèse.